Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Ce soir, j'aurai le plaisir de reprendre la lecture des contes arabes des Mille et une nuits. Et je vous présente le premier épisode de l'histoire du prince Zin el-Azmen et du roi des génies. Allons-y, c'est parti. Un roi de Bassora possédait de grandes richesses. Il était aimé de ses sujets, mais il n'avait point d'enfants, et cela l'affligeait beaucoup. Cependant, il engagea par des présents considérables tous les saints personnages de ses États à demander au ciel un fils pour lui. Et leurs prières ne furent pas inutiles. La reine devint grosse et accoucha très heureusement d'un prince qui fut nommé Zin el-Azmen, c'est-à-dire l'ornement des statues. Le roi fit assembler tous les astrologues de son royaume et leur ordonna de tirer l'horoscope de l'enfant. Ils découvrirent par leur observation qu'il vivait longtemps, qu'il serait courageux, mais qu'il aurait besoin de courage pour soutenir avec fermeté les malheurs qui le menaçaient. Le roi ne fut point épouvanté de cette prédiction. Mon fils, dit-il, n'est pas à plaindre, puisqu'il doit être courageux. Il est bon que les princes éprouvent des disgrâces. L'adversité purifie leurs vertus. Ils en savent mieux régner. Il récompensa les astrologues et les renvoya. Il fit élever Zin avec tout le soin inimaginable. Il lui donna des maîtres dès qu'il le vit en âge de profiter de leurs instructions. Enfin, il se proposait d'en faire un prince accompli, quand tout à coup, ce bon roi tomba malade d'une maladie que ses médecins ne purent guérir. Se voyant au lit de la mort, il appela son fils et lui recommanda, entre autres choses, de s'attacher à se faire aimer plutôt qu'à se faire craindre de son peuple, de ne point prêter l'oreille aux flatteurs et d'être aussi long à récompenser qu'à punir. Parce qu'il arrivait souvent que les rois, séduits par des fausses apparences, accablaient de bienfaits les méchants et opprimaient l'innocence. Aussitôt que le roi fut mort, le prince Zin prit le deuil qu'il porta durant 7 jours. Le 8e, il monta sur le trône, ôta du trésor royal le sceau de son père pour y mettre le sien, et commença à goûter la douceur de régner. Le plaisir de voir tous ses courtisans fléchir devant lui et se faire leur unique étude de leur prouver leur obéissance et leur zèle. En un mot, le pouvoir souverain eut trop de charme pour lui. Il ne regarda que ce que ses sujets lui devaient, sans penser à ce qu'il devait à ses sujets. Il se mit peu en peine
de les bien gouverner. Il se plongea dans toutes sortes de débauches avec de jeunes voluptueux qu'il revêtit des premières charges de l'État. Il n'eut plus de règles. Comme il était naturellement prodigue, il ne mit aucun frein à ses largesses, et insensiblement ses femmes et ses favoris épuisèrent ses trésors. La reine sa mère vivait encore. C'était une princesse sage et prudente. Elle avait essayé plusieurs fois inutilement d'arrêter le cours des prodigalités et des débauches du roi son fils, en lui représentant que s'il ne changeait bientôt de conduite, non seulement il dissiperait ses richesses, mais qu'il alignerait même l'esprit de ses peuples et causerait une révolution qui lui coûterait peut-être la couronne et la vie. Peu s'en fallut que ce qu'elle avait prédit n'arrivât. Les peuples commencèrent à murmurer contre le gouvernement, et leurs murmures auraient infailliblement été suivis d'une révolte générale, si la reine n'eût eu l'adresse de la prévenir, mais cette princesse l'informait de la mauvaise disposition des choses, en avertit le roi, qui se laissa persuader enfin. Il confia le ministère à de sages vieillards qui surent bien retenir ces sujets dans le devoir. Cependant, Zine, voyant toutes ses richesses consommées, se repentit de n'en avoir pas fait un meilleur usage. Il tomba dans une mélancolie mortelle, et rien ne pouvait le consoler. Une nuit, il vit en songe un véritable vieillard qui s'avança vers lui et lui dit d'un air riant: « Ô Zine, sache qu'il n'y a point de chagrin qui ne soit suivi de joie, point de malheur qui ne traîne à sa suite quelque bonheur. Si tu veux voir la fin de ton affliction, lève-toi, pars pour l'Égypte. Va-t'en au Caire, une grande fortune t'y attend. » Le prince, à son réveil, fut frappé de ce songe. Il en parla fort sérieusement à la reine, sa mère, qui n'en dit que rire. « Ne voudriez-vous point, mon fils, lui dit-elle, aller en Égypte sur la foi de ce beau songe? »« Pourquoi non, madame, répondit Zine. Pensez-vous que tous les songes soient chimériques? Non, non, il y en a de mystérieux. Mes précepteurs m'ont raconté mille histoires qui ne me permettent pas d'en douter. D'ailleurs, quand je n'en serai pas persuadée, je ne pourrai me défendre d'écouter mon songe. Le vieillard qui m'est apparu avait quelque chose de surnaturel. Ce n'est point un de ces hommes que la seule vieillesse rend respectable. Je ne sais quel air divin était répandu dans sa personne. Il était tel, enfin, qu'on nous représente le grand prophète. Et si vous voulez que je vous découvre ma pensée, je crois que c'est lui qui, touché de mes peines, veut les soulager. Je m'en fie à la confiance qu'il m'a inspirée. Je suis plein de ses promesses et j'ai résolu de suivre sa voie. » La reine essaya de l'en détourner, mais elle n'en put venir à bout. Le prince lui laissa la conduite du royaume, sortit une nuit du palais fort secrètement et prit la route du Caire sans vouloir être accompagné de personne. Après beaucoup de fatigue et de peine, il arriva dans cette fameuse ville qui n'en a peu de semblables au monde, soit pour la grandeur, soit pour la beauté. Il alla descendre à la porte d'une mosquée où, se sentant accablé de lassitude, il se coucha. À peine fut-il endormi qu'il vit le même vieillard qui lui dit: « Oh mon fils,
je suis content de toi. Tu as ajouté fort à mes paroles. Tu as ajouté foi à mes paroles. Tu es venu ici sans que la longueur et les difficultés des chemins t'aient rebuté. Mais apprends que je ne t'ai fait faire un si long voyage que pour t'éprouver. Je vois que tu as du courage et de la fermeté. Tu mérites que je te rende le plus riche et le plus heureux prince de la terre. Retourne à Bassora. Tu trouveras dans ton palais des richesses immenses. Jamais roi n'en a tant possédé qu'il n'y en a. Le prince ne fut pas satisfait de ce songe. Hélas, dit-il en lui-même, après s'être réveillé, quelle était mon erreur? Ce vieillard, que je croyais notre grand prophète, n'est qu'un pur ouvrage de ma fantaisie agitée. J'en avais l'imagination si remplie qu'il n'est pas surprenant que que j'y ai rêvé une seconde fois. Retournant à Bassora. Que ferais-je ici plus longtemps? Je suis bien heureux de n'avoir dit à personne qu'à ma mère le motif de mon voyage. Je deviendrais la fable de mes peuples s'ils le savaient. Il reprit donc le chemin de son royaume, et dès qu'il y fut arrivé, la reine lui demanda s'il revenait content. Il lui conta tout ce qui s'était passé, et parut si mortifié d'avoir été trop crédule que cette princesse, au lieu d'augmenter son ennui par des reproches ou par des railleries, le consola. Cessez de vous affliger, mon fils, lui dit-elle. Si Dieu vous destine des richesses, vous les acquerrez, vous les acquerrez sans peine. Demeurez en repos. Tout ce que j'ai à vous recommander, c'est d'être vertueux. Renoncez aux délices de la danse, des orgues et du vin, couleur de pourpre. Fouillez tous ces plaisirs. Ils vous ont déjà pensé perdre. Appliquez-vous à rendre vos sujets heureux en faisant leur bonheur. Vous assurerez le vôtre. Le prince Zin jura qu'il suivrait désormais tous les conseils de sa mère, et ceux des sages vizirs dont elle avait fait choix pour l'aider à soutenir le poids du gouvernement. Mais dès la première nuit qu'il fut de retour en son palais, il vit en songe pour la troisième fois le vieillard qui lui dit: Ô courageuse Zine, le temps de ta prospérité est enfin venu. Demain matin, d'abord que tu seras levé, prends une pioche et va fouiller dans le cabinet du feu roi. Tu y découvriras un grand trésor. Le prince ne fut pas plus tôt réveillé qu'il se leva. Il courut à l'appartement de la reine et lui raconta avec beaucoup de vivacité le nouveau songe qu'il venait de faire. En vérité, mon fils, dit la reine en souriant, voilà un vieillard bien obstiné. Il n'est pas content de vous avoir trompé deux fois. Êtes-vous d'humeur à vous y fier encore? Non, madame, répondit Zine. Je ne crois pas nullement ce qu'il m'a dit, mais je veux par plaisir visiter le cabinet de mon père. Oh, je m'en doutais bien, s'écria la reine en éclatant de rire. Allez, mon fils, contentez-vous. Ce qui me console, c'est que la chose n'est pas si fatigante que le voyage d'Égypte. Eh bien, madame, reprit le roi, il faut vous l'avouer, ce troisième songe m'a rendu ma confiance. Il est lié aux deux autres. Car enfin, examinant toutes les paroles du vieillard, il m'a d'abord ordonné d'aller en Égypte. Là, il m'a dit qu'il ne m'avait fait faire ce voyage que pour m'éprouver. Retourne à Bassora, m'a-t-il dit ensuite. C'est là que tu dois trouver des trésors. Cette nuit, il m'a marqué précisément l'endroit où ils sont. Ces trois songes
Ce me semble s'ensuivit. Ils n'ont rien d'équivoque, par une circonstance qui embarrasse. Après tout, ils peuvent être chimériques, mais j'aime mieux faire une recherche vaine que de me reprocher toute ma vie d'avoir manqué peut-être de grandes richesses en faisant mal à propos l'esprit fort. En achevant ces paroles, il sortit de l'appartement de la reine, se fit donner une pioche et entra seul dans le cabinet du feu roi. Il se mit à piocher et il leva plus de la moitié des carreaux du pavé sans apercevoir la moindre apparence de trésor. Il quitta l'ouvrage pour se reposer un moment, disant en soi-même: j'ai bien peur que ma mère n'ait eu raison de se moquer de moi. Néanmoins, il reprit courage et continua son travail. Il n'eut pas sujet de s'en repentir. Il découvrit tout à coup une pierre blanche qu'il leva, et dessous il trouva une porte sur laquelle était caché un cadenas d'acier. Il le rompit à coups de pioche et ouvrit la porte, qui ouvrait un escalier de marbre blanc. Il alluma aussitôt une bougie et descendit par cet escalier dans une chambre parquetée de porcelaine de la Chine, et dont les lambris et le plafond étaient de cristal. Mais il s'attacha particulièrement à regarder 4 estrades, sur chacune desquelles il y avait 10 urnes de porphyre. Il s'imagina qu'elles étaient pleines de vin. Bon, dit-il, ce vin doit être bien vieux. Je ne doute pas qu'il ne soit excellent. Il s'approcha de l'une de ces urnes, il en ôta le couvercle et vit avec autant de surprise que de joie qu'elle était pleine de pièces d'or. Il visita les 4 autres l'une après l'autre et les trouva pleines de sequins. Il en prit une poignée qu'il porta à la reine. Cette princesse fut dans l'étonnement que l'on peut imaginer, quand elle entendit le rapport que le roi lui fit de tout ce qu'il avait vu. Oh, mon fils, s'écria-t-elle, gardez-vous de dissiper follement tous ces biens, quand vous avez déjà fait ceux du trésor royal. Que vos ennuis n'est pas un si grand sujet de se réjouir. Non, madame, répondit Zine, je vivrai désormais d'une manière qui ne vous donnera que de la satisfaction. La reine pria le roi, son fils, de l'amener dans cet admirable souterrain que le feu roi, son mari, avait fait faire si secrètement qu'elle n'en avait jamais ouï parler. Zine la conduisit au cabinet, l'aida à descendre l'escalier de marbre et la fit entrer dans la chambre où étaient les urnes. Elle regarda toutes ces choses d'un œil curieux et remarqua dans un coin une petite urne de la même matière que les autres. Le prince ne l'avait point encore aperçue. Il la prit, et l'ayant ouverte, il trouva dedans une clef d'or. Mon fils, dit alors la reine, cette clef enferme sans doute quelque nouveau trésor. Cherchons partout, voyons si nous ne découvrirons point à quel usage elle est destinée. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. C'est comme ça qu'elle terminait son récit au roi pour le tenir toujours en suspense. Voilà pour cet épisode. Merci de votre attention et bonne nuit. À très bientôt.